Présenter en quelques mots et puis après tu nous diras comment arriver plus à leur demander des choses, à leur donner aussi en retour parce qu'ils ont vraiment besoin qu'on ne pille pas mais qu'on offre. Donc déjà le petit peuple il travaille on va dire sous la direction de la déesse Natura qui est la déesse de la nature et au sein de cette nature ils ont tous un rôle précis à jouer. Donc déjà on va avoir les êtres de l'eau qui vont être les ondines, qui vont être les naïades, dans les mers on a les sirènes. Dans les alpes d'altitude, on peut avoir aussi divers ondines, divers nymphes des eaux. Quel va être leur rôle? Eh bien, de nous permettre déjà, de permettre, on va dire, de donner des capacités guérisseuses à certaines eaux. Vous savez, parfois on dit cette source, elle est sacrée. Bien souvent, elle porte le nom en plus d'une nymphe, on dit c'est la fontaine aux dames, etc., pour symboliser une mythologie liée aux fées. Donc, donner des vertus curatives à certaines eaux, par exemple les eaux thermales.
faire chanter les rivières aussi. Hein, les rivières ne chantent pas toutes seules. Hein. Les mélodies, eh bien, c'est les ondines qui nous les créent. Ensuite, on a les êtres de la terre. Donc là, ça va être les gnomes, les farfadets, les lutins, les corrigans. Donc suivant les régions, ils auront différentes appellations. Donc comme ils sont liés à la terre, eh bien, ils vont rendre la terre féconde. Hein, quand vous plantez un arbre, vous pouvez les confier aux bons soins des gnomes. Ils vont travailler la terre en profondeur, ils vont la rendre bien meuble pour que les arbres puissent bien s'enraciner. Ils veillent aussi sur les minéraux. C'est pour ça que les cristaux qu'on trouve en terre ont des vertus. Hein, ça renvoie à l'histoire de Blanche-Neige et les 7 nains qui travaillaient à la mine et qui chargeaient de plein de belles choses les pierres. On a aussi les êtres du feu. Donc là, ce sont les êtres qui sont les plus évolués. Ils ont un début de conscience. Parce qu'il faut savoir que le petit peuple, il n'a pas de conscience. Qu'est-ce que j'entends par là? Il ne sait pas faire la différence entre le bien et le mal. Pour eux, le bien, c'est faire leur travail. À partir du moment où les gnomes ils peuvent veiller sur les minéraux, ou les salamandres elles peuvent faire mûrir les baies, tout va bien. Si demain les humains se pointent dans la nature avec une tronçonneuse qui rase ou qui vont piller tous les champignons ou toutes les fleurs, pour eux c'est une agression. Donc les salamandres, les feux follets, les vulcains, tous les êtres liés à l'élément feu, donc à l'éther de chaleur, vont faire mûrir les baies et les fruits. Donc on peut les invoquer et les remercier pour leur travail. Voilà, le quatrième élément, l'élément air. Donc là, ça va être les sylphes, ça va être les elfes. Là, ils vont permettre de faire circuler l'énergie, de rendre l'air respirable, d'agir sur l'oxygène, hein, de diffuser les parfums des fleurs dans l'atmosphère. Et puis aussi, on peut les distinguer dans les nuages. Oui, bien souvent, quand on observe le ciel, on voit qu'il y a des formes éphémères. Eh bien, ce sont les sylphes, les êtres de l'air qui donnent des formes aux nuages. Donc, on a fait le tour de ces petits êtres. Il faut savoir qu'ils sont pleins d'innocence, qu'ils sont très joyeux. Donc, quand on va les rencontrer, il faut vraiment y aller avec le cœur d'enfant, avec une âme d'enfant, toujours prête à s'émerveiller. On va voir comment faire pour rentrer en étroite collaboration, plus en profondeur avec eux. Je vais laisser Caroline parler un petit peu de comment procéder. Oui, pour rebondir sur ce que tu as dit, en fait, les 4 éléments eau, terre, feu et eau, en fait, sont importants parce que nous-mêmes, en tant qu'individus, on a les 4 éléments dans notre corps. Et c'est vrai que on travaille avec ces 4 éléments. Donc, que ce soit pour l'air, pour travailler avec l'esprit de l'air. Par exemple, les chamans vont travailler avec l'air. On peut travailler avec le feu aussi, les salamandres, pour invoquer et faire ce qu'on appelle un feu divin, c'est-à-dire pour transcender les choses, pour les amener à passer à autre chose dans sa vie. Donc ces 4 éléments sont vraiment importants. Et puis travailler bien sûr avec l'élément terre, donc faire venir à nous tout le petit peuple, les nains, les farfadets, les gnomes, les petites fées et bien d'autres encore, parce qu'on a de la chance d'avoir tout ce petit peuple, toutes ces choses que l'on ne voit pas pour certains, mais qui sont là. Et c'est important de les invoquer. Donc par exemple, pour avoir des belles fleurs dans votre jardin, alors qui c'est que vous allez invoquer comme reine des fées? Quand vous demandez quelque chose aux petites fées, eh bien, vous vous mettez dans votre jardin et vous leur demandez avec tout votre cœur et votre amour de prendre soin de votre potager, de prendre soin des légumes qui reçoivent cette énergie des élémentaux. Voilà. Et aussi, ce qui est important, donc au débois, on va mettre l'accent dessus, c'est qu'il faut vraiment les remercier. Donc quand vous avez des fleurs qui poussent, ou que ce soit pour une demande aussi, pour la guérison, pour un enfant malade ou autre chose, vous pouvez invoquer Cordélia ou aussi la reine Épona pour par exemple les gens qui ont des chevaux, qui s'occupent des chevaux et des animaux. Tu as dit en fait quand on parlait de remercier, c'est parce qu'on passe notre temps à piller la nature. Quand on va en forêt, qu'est-ce qui se passe? Un coup c'est les champignons, un coup on va aller cueillir les fleurs. Vous voyez, on prend beaucoup en fait, on pille leurs trésors. Des trésors que pour certains ils ont mis des années à créer. Il y a des arbres par exemple centenaires. C'est des années de travail pour tout le petit peuple. Et l'homme, qu'est-ce qu'il fait d'un coup de tronçonneuse? Il va couper l'arbre. En symbolique, l'arbre, il représente l'harmonie entre les énergies de la terre et du ciel. Il est bien stable, il est bien droit. Vous voyez, en symbolique, je parle. Oui. Après, si on est obligé de couper un arbre, parfois on n'a pas le choix. Vous avez tout à fait raison. Mais au moins qu'on le fasse avec respect.
Vous voyez, les coupes à blanc avec les tronçonneuses qui hurlent, et derrière le passage des humains, c'est l'apocalypse, c'est pas normal, on est bien d'accord. Il y a une façon gros mal qu'on peut faire à la nature, c'est notre regard indifférent. Je crois que c'est ça qui leur fait le plus de souffrance, c'est qu'on ne les voit pas, qu'on ne les écoute pas. Ils ne sont pas sur le même plan vibratoire que nous, ils sont dans ce qu'on appelle l'éthérique, donc c'est pour ça qu'on ne les voit pas comme on se voit nous. Ils n'ont pas un corps de matière, hein, c'est très éthéré, c'est très aérien. C'est un niveau qui est très subtil. Vous allez me dire pour certains que les petites fées n'existent pas, mais la magie est d'abord dans notre cœur, dans notre âme d'enfant. Et c'est cette magie-là que l'on doit aller chercher tout d'abord pour faire venir cette magie autour de vous et en vous. Donc à partir de là, quand vous laissez la place à cette magie dans vos cœurs, vous allez faire rentrer en vous tout le petit peuple. Et il y a bien plus que ça, il y a aussi le monde angélique, mais là c'est pas le thème de la conférence. Donc quand vous êtes prêts à les recevoir, vous n'imaginez même pas ce qui peut se passer autour de vous et en vous. Donc c'est un royaume qui est magique, qui est magnifique. Et quand vous rentrez dans ce royaume, c'est comme quand vous rentrez chez quelqu'un, vous ôtez vos chaussures et vous y entrez avec respect. Jacquemot n'est pas connu, il s'appelait Antoine, n'est pas connu principalement pour son œuvre littéraire, mais pour son action politique. Il est né en 1806 à Moutier. Il a fait des études de médecine à Turin et dans sa jeunesse, ne sachant pas trop quoi faire, il a participé au prix de poésie de l'Académie de Savoie qui était doté par un homme dont j'ai oublié le nom, donc doté d'argent. Donc l'Académie de Savoie, tous les 2 ans, faisait un concours de poésie et l'autre année faisait un concours de peinture avec le don de ce haut personnage qui avait voulu promouvoir la poésie en Savoie après la Restauration en 1815, et l'Académie de Savoie s'occupait de promouvoir concrètement cette littérature en proposant le thème du prix, en lisant les œuvres et en couronnant les meilleurs selon eux. Et en 1839, le thème proposé par l'Académie de Savoie était le conte vert de Savoie. Et vous savez tous bien sûr de qui il s'agit. Il s'agit du comte Amédée VI. Vous savez qu'il y a beaucoup d'Amédée parmi les comtes de Savoie qui vivaient au XIVe siècle, plutôt dans la première moitié du XIVe siècle. Et ce conte est le plus connu, le plus illustre, le plus héroïque de tous les contes de Savoie, selon les chroniques de Savoie elles-mêmes au Moyen-Âge. Car dès le XVe siècle, le duc Amédée VIII, qui est né comte, bon, il n'est pas né comte puisqu'il est né fils d'un comte, mais il est rapidement devenu comte, son père est mort alors qu'il était jeune, et il a acquis le titre de duc au cours de sa vie, qui lui a été donné par l'empereur Sigismond au XVe siècle. Et ce duc de Savoie a fait venir des écrivains du nord de la France actuelle pour raconter les chroniques, pour faire les chroniques de la maison de Savoie. Et dans ces chroniques, le personnage qui ressortait le plus, c'était le comte dit vert. Il était dit vert parce qu'il arborait des armes vertes, des armoiries vertes dans les tournois et les différentes manifestations et les cérémonies princières. Il siégeait à Chambéry, au château, et il était connu parce qu'il avait fondé un ordre qui existe toujours, c'est l'ordre de l'Annonciade. Cet ordre existe sous la forme de l'ordre des Saint-Maurice et Lazare, je crois, je ne sais plus très bien. En tout cas, l'ordre de l'Annonciade qui fait référence à la Vierge, à l'Annonciation, et il y avait toujours 15 chevaliers qui étaient dans cet ordre et qui se renouvelaient dès qu'il y en avait un qui était mort, parce que 15 était le nombre des joies de Notre-Dame. Donc il était dévoué à la Sainte Vierge,
Il est connu aussi pour avoir fait des croisades. Alors, ce n'est pas des croisades totalement idéologiques, parce qu'il était venu en aide à un beau-frère, je crois, qui était simplement roi de... Non, il était empereur de Constantinople. L'empereur de Constantinople était son beau-frère. Et à un moment, le roi de Bulgarie avait enlevé son beau-frère et le tenait enfermé avec le soutien des Turcs. Donc, répondant à l'appel de son beau-frère, qui s'appelait Jean Paléologue, je crois que c'est un des paléologues, il a accouru dans l'Empire ottoman de cette époque, et il a combattu les Turcs assez bravement, puis il est revenu en Italie, en France, enfin en Savoie et en Italie, et il a combattu aussi dans les Pouilles, et puis il est mort de la peste, mais il était connu pour son héroïsme, pour sa grandeur, sa grande valeur, et aussi pour ses miracles, car il disposait depuis sa naissance, depuis qu'il était nommé comte, mais c'était un ornement de famille qui était l'anneau de Saint-Maurice. Saint-Maurice, ce martyr qui est mort à Saint-Maurice dans le Valais. Et le Valais, à cette époque, était dans le comté de Savoie. Et les moines de Saint-Maurice possédaient, disait-il, la bague et l'anneau de Saint-Maurice et les ont confiés au comte de Savoie dès le XIIIe siècle, au comte Pierre II. Donc le comte Amédée VI en a hérité. Et alors, paraît-il, qu'un jour, c'est les chroniques, ça c'est pas Jacques Maud qui raconte, je vous raconte comment il était ce personnage dans les chroniques, ce qui explique pourquoi l'Académie de Savoie l'a proposé comme thème de poésie héroïque. Et elle raconte ces chroniques qu'il a trempé l'anneau de Saint-Maurice dans de l'eau, qu'il a béni l'eau, puis après les malades de son armée, qui avaient une dysenterie violente, ont bu cette eau et ont été guéris. En parenthèse, ont dominé deux libéraux, le député de Moutier, qui en général a été Jacques Moore, qui était médecin, je vous l'ai dit, et puis un autre qui était le député de Bourg-Saint-Maurice, qui est très connu aussi pour son action politique, et donc c'était des députés plutôt à gauche, c'est-à-dire libéraux et plutôt laïcs, qui voulaient que l'Église soit à sa place, que les décisions politiques émanent d'un Parlement élu de citoyens et non pas des injonctions des chefs religieux. Il faisait aussi beaucoup l'éloge de la France, pays des Lumières, pays de la Révolution. On disait, mais tu as fait un poème La gloire des comtes de Savoie, tu fais de la politique en faveur plutôt de la libéralisation, alors que dans ton poème, il y a aussi l'éloge de l'Église et des évêques et des anges et tout ça. Et puis tu fais en même temps l'éloge de la France. Où te situes-tu? Car je vous le rappelle, la Savoie n'était pas encore en France. Alors il a essayé de se défendre en ménageant la chèvre et le chou. Et puis c'est quand même lui qui a inventé une chanson, qui a créé la parole d'une chanson qui a été très importante après pour le déroulement historique, où il y a les paroles suivantes: nos cœurs va où va notre Isère, parce qu'après ça a été déformé, notre cœur va où vont nos rivières. En fait, c'est pas toutes les rivières, vous savez, l'Arve va en Suisse, mais pour l'Isère, ça allait bien vers le Rhône, l'Arve aussi, en fait. Mais ça allait dans le Rhône en France. Alors il dit, notre cœur va là où va notre Isère. Donc l'Isère, en parenthèse, va en France, donc il était pour la France. Il a essayé de s'expliquer en disant qu'il aimait la maison de Savoie, qu'il lui portait un dévouement profond, mais que la langue et puis les idées aussi le portaient plutôt vers la France. À la fin de sa vie, il a écrit des livres sur certains soins à donner, sur les possibilités de différents lieux thermaux, dans Tarentaise essentiellement, ce que ça pouvait soigner, les différentes manières de soigner différentes maladies, et puis il est mort entouré de la bienveillance publique. Cet archange des combats, par exemple, c'est Jacques Moux qui l'a inventé, et j'ai déjà fait cette conférence à Moutier, puis on m'a dit, mais d'où il est venu, qu'est-ce qu'il lui a pris comme idée, où est-ce qu'il a pris cette idée d'un archange des combats? De nulle part, c'est vraiment lui qui l'a mis là, comme ça. Il s'est dit, ça ferait chic. Il a créé tout un merveilleux pour essayer de redonner vie à cette philosophie. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord avec notamment Louis Thérault, qui est mort il y a quelques années, mais qui a enseigné longtemps à l'université de Savoie et qui a parlé de Jacques Moux très négativement, parce que je pense que en alimentant ces idées un peu stéréotypées d'images plus personnelles, plus originales, plus amusantes, plus chatoyantes, puisées dans le merveilleux médiéval, et souvent même antique, parce que les anges chez Jacques Moux, je ne vous ai pas parlé, il y en a beaucoup d'autres, par exemple il y en a qui dirigent les tempêtes dans les montagnes, il dit
il y a un ange dans les montagnes, il dirige les tempêtes. Il ressemble beaucoup au dieu de l'Antiquité, vous voyez, et même cet archange de combat ressemble au dieu Mars qui accompagnait les héros dans les épopées antiques. Et en fait, j'ai souvent eu l'impression que ces figures vivaient beaucoup plus que ce qu'en disaient les universitaires contemporains, et que c'était une littérature plus amusante à lire que ce qu'ils en disaient. Maintenant, ça ne fera peut-être pas une grande révolution, hein. Un poème en 1200, Alexandra, ça restera difficile à lire, mais je pense qu'on a été un peu sévère avec cette littérature et qu'elle est plus amusante à lire qu'on croit. Et c'est sur ces mots que je vous abandonnerai, sauf évidemment s'il y a des remarques ou des questions, des contestations. Donc je soutiens ma thèse sur la question, pas uniquement Jacques Moux, mais l'ensemble de la littérature de cette époque, qui a été frappée du même anathème, en disant que c'était une littérature un peu figée, et que j'ai voulu défendre parce que j'ai trouvé que justement qu'à partir d'idées, c'est vrai, un peu traditionnalistes, eh bien ces poètes arrivaient à créer une imagination originale qui peu à peu repoussait les limites de la tradition et créait un univers chatoyant, plein de merveilleux, et qui touche personnellement, qui touche individuellement, même si on ne sait pas très bien pourquoi, parce que comme je le répète, il ne parle pas d'amour, il ne parle pas beaucoup de politique non plus, mais ça touche quand même, comme les faits de... Donc... Et vous avez également, je crois, vous avez mis ce que j'ai fait pour Rachel, je suis arrivée aujourd'hui en covoiturage pour vous raconter des histoires qui sont nées dans mon village, qui s'appelle Saint-Benoît, qui est un petit village audois. Donc, si vous êtes prêts, oui. Ouais, vos oreilles sont prêtes? Ok. Flore habitait ici il y a très très longtemps. Ah, Flore. Flore, avec les cheveux rouges, tellement rouges qu'ils ont été pourpres. Flore, avec les yeux verts, verts comme la fraîcheur de la rivière. Flore, avec la peau blanche et douce, comme le pétale d'une rose. Et Flore se tenait loin des raconteurs du village. Et c'est pour ça qu'elle n'allait pas puiser son eau à l'abreuvoir avec les autres femmes. Flore préférait aller au vieux puits du village. Les autres femmes disaient que le puits était dangereux. C'est vrai, il y a eu un enfant noyé dedans. Mais Flore n'avait pas d'enfant. Et de toute façon, Flore, elle aimait la sensation de danger. Elle aimait descendre son seau dans les profondeurs sombres du puits et ne plus le voir. Elle aimait agiter la corde pour que le seau se retourne et se remplisse. Et elle aimait remonter le seau et de ne pas savoir
qu'est-ce qu'il y aura dedans. Des fois, il y avait juste de l'eau. Mais des fois, il y avait des belles pierres qui la faisaient rêver. Mais les années passèrent et Flore se languissait d'être toujours seule. Elle aurait tant aimé donner la vie, avoir un enfant, une fille pour ensoleiller ses jours. Et c'est pour ça qu'un jour, seule au puits, elle se trouvait en train de soupirer. Oh, la vie est belle. Si seulement je pourrais la partager avec quelqu'un. À peine avait-elle dit ces mots que là, sur les rebords du puits, un oiseau blanc est apparu. Une colombe. Et la colombe a ouvert sa bouche et a commencé à parler. Elle lui a dit, « Flore, tu veux un enfant? Ton vœu sera exaucé. La prochaine fois que tu remontes le seau, regarde dedans, cherche-toi dans les pierres pour le galet le plus rond, le plus blanc, le plus brillant. Tu l'emmènes chez toi. Et cette nuit-là, tu dors avec cette pierre contre ton cœur. Le lendemain, quand tu reviens au puits, tu le jettes dedans. Et tu verras, quand tu remonteras le seau, tu verras ce qu'un cœur pur peut mettre au monde. » Alors, Flore, elle a suivi les instructions de la colombe à la lettre. Et le lendemain, quand elle a remonté le seau du puits, là, dans les eaux cristallines du puits, il y avait un bébé. Un bébé. Un bébé. Un bébé. Un bébé parfait. Une petite fille avec la peau tellement fine qu'on pouvait voir à travers. Et là, Flore pouvait clairement voir que là, niché dans le cœur de cette petite fille, il y avait un oiseau blanc, une colombe qui chantait tout doucement.